Hi, my name is Shervin Shares, and I'm training to do a sub 5-minute mile. I think just seeing a lot of other creators post on YouTube that they're doing sub 5-minute mile, there's inspiration from like Mark Lewis, Nick Bare, and these very large men who don't look like runners, but they're able to run at these very fast speeds and have strong cardiovascular systems. And I was like, if they can do it, why can't I do it? I want to try it too. Dans une expérience partagée sur sa chaîne YouTube, le youtubeur Shervin Shares s'est donné pour objectif de réaliser une course de 1 mile en moins de 5 minutes, ce qui correspond à environ 1600 mètres et ce qui est un relativement bon temps. On va voir que ça a malheureusement mal tourné et on va décortiquer cette vidéo ensemble. Générique. Un petit peu de contexte quand même, Shervin c'est un youtubeur qui fait des expériences sur sa chaîne YouTube et qu'il partage en vidéo. Il est relativement athlétique, j'avais déjà commenté une de ses expériences dans lesquelles il testait des pilules pour la testostérone, des pilules légales, et vous pouvez voir les résultats de cette expérience sur mon commentaire dans la vidéo qui va s'afficher juste ici. Il est donc déjà relativement athlétique, il est orienté également musculation et ce qu'il nous dit c'est que dans sa chaîne YouTube il partage donc des expériences et que pour faire du contenu, sa vie tourne autour des expériences et que tout ce qu'il fait, je le cite, Everything I do is for content and content only. Et notamment, il s'est fixé un défi après avoir vu des vidéos d'autres youtubeurs qui ont un gabarit, ce qu'il appelle relativement large, en gros, pas des gens qui ont un physique de Kenyans qui font 50 kg, mais des gens qui sont également plutôt musclés, qui arrivent à courir 1 mile, c'est-à-dire 1600 mètres, c'est en gros 4 tours de piste de 400 mètres en moins de 5 minutes, ce qui est encore une fois une bonne performance. On n'est pas au record du monde qui sont en dessous des 4 minutes, mais 5 minutes c'est déjà une performance qui est plus qu'honorable et qui va nécessiter d'avoir un très bon système cardiovasculaire en plus d'être musclé. Donc il va se fixer ce défi de courir 1 mile en moins de 5 minutes, mais toute la question ça va être de savoir d'où est-ce qu'il part pour savoir si ce défi est réalisable ou non. Être inspiré par des gens c'est très bien, mais se fixer des défis irréalistes c'est quelque chose qui peut parfois mal tourner. Et vous allez voir que ça va être le cas dans cette vidéo. We are here on the track right now. I'm about to do a time trial to see how fast is my mile time. 3, 2, 1, go! I was weighing around 215 pounds, so extremely heavy. Let's go, let's go, let's go, let's go! Hey Coach Parker, feeling out of shape, but I went on 5:59. So I think in the next 6 weeks, trying to drop a minute. On peut donc voir qu'il a donc couru 1 mile en un tout petit peu moins de 6 minutes, 5 minutes 59, et là encore c'est une performance relativement correcte au vu de son gabarit. Encore une fois, il n'est pas tout mince et plus vous êtes lourd, plus courir va être quelque chose de difficile. Que ce soit courir vite, mais également courir longtemps. Avec surtout le fait de courir longtemps, donc effectivement la course du 1600 mètres, plus vous rapprochez de distances qui vont être courtes et plus les physiques vont être relativement musculaires puisqu'on sera plus sur de l'explosivité et de la vitesse que de l'endurance pure, et on le voit d'ailleurs aux Jeux Olympiques ou pour toutes les compétitions d'athlétisme, quand les distances sont très longues, les personnes sont toutes, je vais dire le terme maigre, c'est un peu péjoratif, mais sont véritablement minces et ne pèsent pas grand chose. Alors que dans les courses, notamment le sprint, le 100 mètres, le 200 mètres, les physiques sont beaucoup plus musculaires. Il y a toujours des gens avec des physiques un peu atypiques, entre guillemets, quand on voit Usain Bolt qui est assez longiligne, mais qui a quand même une bonne masse musculaire quand on le compare à des sprinteurs un peu plus trapus. Mais vous voyez déjà que globalement, il a déjà plus le physique d'un sprinter que d'une personne qui va faire de l'endurance. 1600 mètres, c'est une course qui est entre les deux, alors c'est quand même plus proche de l'effort qui va être assez explosif, mais c'est quand même une distance qui va être plus simple si on est un peu plus léger. Donc moins de 6 minutes c'est déjà une bonne performance, mais se fixer en 6 semaines, et c'est ça aussi qui est toujours quelque chose de relativement délicat, c'est de se dire quel va être le délai, quelle va être la deadline pour se fixer des objectifs. Améliorer son temps de 1 minute en passant de 6 minutes pour 1 mile à moins de 5 minutes, c'est quelque chose de très difficile. En pourcentage, c'est une amélioration de quasiment 20%, ce qui est assez important. On n'est pas sur l'amélioration de quelques secondes. Si l'objectif fixé, ce serait de se dire je vais le faire en 1 an, ce qui serait déjà une bonne performance, pourquoi pas, mais en 6 semaines, c'est vrai que l'objectif est assez ambitieux, on va dire. Et je vais y venir parce que
je vais essayer de vous faire rentrer sur voilà comment je suis rentré sur cette vidéo. J'avais encore une fois déjà commenté une autre vidéo de lui et donc cette vidéo est apparue sur mon fil YouTube. Je suis donc allé voir sa page YouTube et je ne vais pas vous mentir, la première vidéo que je vois sur la première rangée, c'est « Je recommence à courir après ma fracture du pied ». Et donc, je me suis dit, quand je vois, voici ce qui s'est passé quand j'ai essayé de courir et d'améliorer mon temps, je sais ce que vous vous dites, c'est que la vidéo a mal tourné et qu'il s'est fracturé le pied. Et donc, je me dis, bah voilà, il va essayer de s'entraîner beaucoup trop fort et il ne va pas mettre de progressivité et il va se blesser comme ça arrive malheureusement. Et les fractures de fatigue sont très fréquentes quand les personnes se mettent à courir beaucoup plus en termes de volume d'entraînement et c'est une erreur qu'on voit beaucoup trop sur les personnes qui se mettent à la course à pied. Je dis la course à pied mais c'est valable pour de très nombreux sports. Si vous vous mettez à faire de l'escalade et que vous y allez tous les jours, je vous garantis que les tendons au niveau de vos avant-bras, de vos doigts, ils vont prendre extrêmement cher et que vous risquez de vous faire des tendinites, voire même des arrachements tendineux. Les déchirures au niveau des tendons sur les doigts pour les prises qui vont être difficiles sur les phalanges ou autres, ce sont des blessures fréquentes chez les gens qui font de l'escalade. Donc si vous ne vous entraînez pas, vous vous exposez, ou en tout cas plutôt, je vais dire, si vous augmentez de façon importante votre volume d'entraînement sur n'importe quel sport, sur un sport que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer et pour lesquels tous vos tissus, les muscles, les articulations, les tendons ne sont pas entraînés et même les os dans le cadre des fractures de fatigue, si les os ne sont pas assez renforcés ou que les contraintes vont être trop importantes et vont fragiliser les os qui n'ont pas le temps de se régénérer suffisamment, eh bien vous vous exposez à la blessure. Et donc là je vois déjà la suite de la vidéo toute tracée, il va s'entraîner beaucoup trop et il va se fracturer le pied. Mais on va voir comment est-ce que ça va se passer précisément. The main focus is the 2 track workouts a week. If we can push it to 3, we will. It's all about how much you can recover. You can go out and try to just destroy yourself every day, but if you don't have the ability to recover from that, it's not going to be worth doing. C'est un message plein de sagesse que dit le coach, ça va être la progressivité et surtout le volume d'entraînement, de l'adapter par rapport aux capacités de récupération de l'athlète. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il va implémenter 2 séances de track and field, donc en gros de l'athlétisme, afin d'atteindre cet objectif de courir un 1600 mètres en moins de 5 minutes. Et ce qu'il dit, c'est que 2, ce sera le bon volume et que éventuellement, s'il peut en mettre une 3e de séance, il le fera, mais que ça ne doit absolument pas se faire au détriment des capacités de récupération de l'athlète. Et comme il le dit, bah, si tu vas et que tu te mets à courir tous les jours, oui, au début, tu peux éventuellement progresser, mais très rapidement, si tu n'arrives plus à récupérer, tu vas te blesser. Et ça, on le voit très souvent chez de nombreux sportifs, quel que soit le sport. Au début, on va augmenter le volume d'entraînement et on va progresser. Et puis, si on ne fait pas très attention, on peut rapidement tomber dans le surentraînement et avoir les performances qui commencent à décroître. Et c'est à ce moment-là que la période de récupération est très importante afin de laisser le corps récupérer. En musculation, parce que je sais que c'est le sport que pratiquent la plupart des gens qui me suivent, c'est la même chose. On peut avoir des périodes d'entraînement plus intenses où on va avoir un volume plus élevé, mais très rapidement et avant, et c'est ça qui est important, avant que la fatigue ne s'installe, que ce soit la fatigue musculaire, la fatigue nerveuse, il va falloir couper et diminuer fortement le volume d'entraînement afin de récupérer, ça s'appelle la surcompensation, ce qui va permettre de temporairement altérer ses performances et ensuite quand vous récupérez, vous revenez à la salle de sport, sur la piste d'athlétisme plus fort et vous pourrez être plus performant. Donc c'est véritablement quelque chose de très important et quand j'entends ça, il est vrai que je me dis ok, la fracture de fatigue, je pensais qu'il allait s'entraîner comme un bourrin tous les jours, mais a priori ce n'est pas ce qu'il va faire, donc on va voir comment est-ce que ça arrive. It's guided. He knows when the next push is, when the rest periods are, the adjustments in the notes that he's allowed to take. Là aussi, c'est d'outils de cardio-fréquence-mètre ou en tout cas de dispositifs qui peuvent traquer des indicateurs de performance, des indicateurs de récupération. C'est quelque chose d'utile. Je ne sais pas si je ferai un jour une vidéo, j'espère que oui, sur des outils de récupération comme la variabilité de la fréquence cardiaque pour tout ce qui va être l'optimisation vraiment de la récupération, du sommeil, du volume d'entraînement sur une période un petit peu plus longue, mais également sur des périodes plus courtes. L'outil principal pour les coureurs, ça va être notamment le cardio-fréquence-mètre qui permet de calculer sa fréquence cardiaque et de s'entraîner selon les seuils. Ça veut dire les seuils aérobie, le seuil anaérobie. En gros, ça va être les différents paliers d'entraînement à partir desquels les filières énergétiques vont changer et vous allez pouvoir
En gros, tenir les efforts plus ou moins longtemps. Plus vous allez avancer vers les seuils anaérobies et voire même éventuellement le dépasser, et plus ça va être des efforts intenses que vous ne pourrez pas maintenir longtemps. Et à l'inverse, si vous êtes au seuil aérobie, ce sont des efforts que, en gros, vous allez pouvoir maintenir extrêmement longtemps, tant que vous mangez et tant que vous buvez, puisqu'ils ne consomment pas énormément d'énergie, qu'ils sont uniquement en aérobie et ils ne produisent pas d'acide lactique, c'est-à-dire que en gros l'effort permet à l'énergie de se régénérer en permanence. Donc c'est des efforts qui sont certes peu intenses en termes de capacité et en termes de performance totale que vous pouvez faire, mais c'est des efforts qu'on peut maintenir sur le long terme. Donc pour construire un programme d'entraînement à partir de ces données, il ne faut absolument pas s'en priver. C'est forcément un petit peu plus contraignant d'établir un programme d'entraînement structuré et de le suivre, parce que parfois ça va être difficile, parfois ça va être frustrant dans l'autre sens, on va se dire c'est un petit peu trop léger, je pourrais en faire plus, mais là encore il faut envisager la récupération. Et je sais que parfois il y a des séances où on peut se dire bon bah là j'aurais pu en faire un peu plus, c'est frustrant de ne pas voilà se détruire totalement, mais c'est nécessaire pour la récupération, parce que si vous êtes tout le temps à fond, vous allez progresser. Les séances peuvent être éventuellement un peu plus satisfaisantes sur le court terme, vous sortez de là, vous vous dites ok, je suis vraiment rincé, là je peux plus bouger, mais au final le but c'est vraiment le long terme. C'est comme d'aller à l'échec jusqu'à chaque série en musculation, pour parler encore une fois de muscu, mais aller toujours à l'échec, parfois c'est contre-productif, voire même quand vous le dépassez. Là c'est vraiment, en gros, si vous ne faites pas très attention à votre récup, quand vous dépassez, quand vous allez au-delà de l'échec avec des techniques d'intensification, eh bien ça peut être très vite délétère. En course à pied, c'est pareil. Si vous avez la chance d'avoir ce type de dispositif, des montres connectées, des bracelets ou autres, ce type de dispositif peut vous aider à créer un programme d'entraînement bien calibré et à le suivre directement sur le terrain à partir des données en temps réel. Donc c'est quelque chose de très important, et là encore ça peut vous permettre de progresser plus vite. Je vois ça et je vous le partage parce que j'ai très souvent la question, est-ce que je devrais utiliser une montre connectée ou autre? Bien sûr, tout dépend de votre sport, mais pour les sports d'endurance ou en tout cas de semi-endurance, voire même d'athlétisme, où on peut traquer la performance avec la vitesse et éventuellement la fréquence cardiaque, il ne faut pas s'en priver si vous voulez progresser un petit peu plus vite. En musculation, bien évidemment, la charge va suffire avec un carnet d'entraînement. Les montres, la fréquence cardiaque, c'est des données accessoires, ça peut aider, mais ça ne va pas être des données principales afin de progresser. 200 at 90, 95. I'm dead. I don't think I went as fast as I should have. I'm getting this pain on the inside of my shin again a little bit, lower half. What are you doing for recovery right now every single day? Sleeping. I slept for like 8-9 hours last night, trying to sauna like 3-4 times a week. Ice bath maybe 3 times a week. Là aussi c'est très intéressant, et on peut voir que sa préparation, il l'a très bien optimisée. On voit que non seulement il fait les séances comme prévu par son coach, qu'il essaie de faire attention à son volume d'entraînement sur la piste d'athlétisme, donc avec 2 ou 3 séances de sport, mais que c'est pas parce qu'on vous dit il faut faire 2 ou 3 séances de spécifiques pour ne pas se blesser ou ne pas se surentraîner qu'il ne faut rien faire à côté. Et on le voit qu'il fait du vélo, et c'est une très bonne chose parce que vous pouvez tout à fait entraîner votre condition cardiovasculaire et entraîner également votre corps dans d'autres types, on va dire, de capacités physiques en alternant les sports. Et pourquoi alterner les sports? Tout simplement parce que vous allez vous prémunir des blessures qu'on appelle de overuse injuries, c'est-à-dire en gros les blessures de répétition qui font que quand vous répétez un mouvement, que ce soit en musculation par exemple, toujours le même mouvement, vous allez toujours mettre les mêmes contraintes sur les mêmes endroits au niveau des mêmes structures. En course à pied, toujours les mêmes impacts, ce qui à la fin peut donner là encore des fractures de fatigue, mais le fait de faire par exemple du travail d'endurance sur un vélo, eh bien il n'y a plus d'impact, donc vous diminuez un petit peu, vous répartissez les efforts musculaires et les efforts articulaires au niveau d'autres articulations. Alors ça reste le genou, mais de façon différente, ça reste les muscles, mais là aussi travailler différemment. Donc on voit un petit peu que le travail spécifique c'est très bien, mais qu'il y a d'autres façons de progresser et de continuer à s'entraîner. Donc c'est pas parce que vous faites de la musculation et que vous vous reposez après avoir fait vos séances que vous ne pouvez pas associer des séances de cardio de façon différente. Ça aussi c'est très important. Et l'autre chose pour vous dire qu'il a vraiment optimisé sa préparation et sa récupération, c'est qu'il fait des séances de kiné et que malgré tout il a quand même eu des shin splints, c'est-à-dire une périostite au niveau du tibia. C'est une inflammation au niveau du périoste qui est une blessure très fréquente chez les coureurs quand on démarre
un peu trop fort ou un peu trop vite qui va donner des douleurs à l'avant du tibia dès qu'on marche ou dès qu'on fait une flexion. En gros, c'est une inflammation, une traction des muscles sur le périoste qui le met en tension et qui fait mal. Donc, il a fait en plus de ça du kiné, il a fait des bains, tout ce qui va être de la physiothérapie au sens large, donc des massages, des techniques de récupération par de la thérapie manuelle. Et donc, on peut dire que voilà, il a essayé de faire les choses correctement. Parce que même si vous vous entraînez correctement, vous n'êtes pas déjà à l'abri d'avoir des petites douleurs, des petites blessures. Et parfois, c'est toute la difficulté quand on est sportif, c'est de se dire est-ce que je dois passer outre des petites douleurs? Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est que ce sont des petites douleurs à l'avant du tibia. C'est pas une blessure qui l'handicape complètement, mais c'est est-ce que je dois passer outre la douleur? Et des douleurs, on en a tous quand on est sportif, pour progresser en se disant ça va passer. Et il y a quand même des douleurs qui sont un petit peu fonctionnels et qui vont passer quand vous allez continuer le sport. Ou alors, est-ce que je dois arrêter, je dois réduire le volume, mais parfois ça n'aide pas toujours à guérir. Donc, c'est toujours un petit peu la difficulté, c'est comme les tendinites, il y en a qui vont dire il faut se mettre au repos complet, d'autres qui vont dire non, il faut forcer un petit peu dessus jusqu'à ce que ça passe, d'autres qui vont dire il faut adapter. Vous voyez qu'il y a autant de théories, alors j'exagère un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que le repos complet n'est pas forcément une solution, notamment en cas de tendinite où des fois on se repose, ça passe et puis dès qu'on reprend, ça revient. Comme quoi ce n'est pas forcément la bonne solution et qu'il y a d'autres choses à faire. Mais voilà, pour vous résumer un petit peu, il a fait les choses très correctement sur le plan de son entraînement, de sa gestion du volume et de sa gestion de la récupération. Donc la question que vous vous posez très certainement, comment est-ce qu'il va se blesser? Mystère. Wednesday night, I decided, hey, I took my one-wheel skateboard device to the track. I was, let's film, let's one wheel across the track. The turf was a little slippery. I was like, this is a bit of a risky thing. Should I be doing it on my race week? Oh, all right, just fell. Just sat there. I was like, I literally can't walk. Malheureusement, il a eu une idée brillante de se dire que la semaine de sa compétition, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il s'était inscrit à une course de 1600 mètres afin d'homologuer son temps, il va utiliser son espèce de skateboard pour filmer ses amis autour de la piste en allant assez vite. Et malheureusement, arrivé ce qui devait arriver, il a chuté et il s'est fracturé le pied. Donc je sais, j'ai été moi aussi un petit peu, alors pas déçu parce qu'au final, quand on voit sa vidéo, je m'étais dit, au départ je partais sur la fracture de fatigue en me disant ok, clairement, il a augmenté son volume d'entraînement trop vite et donc il va se fracturer le pied sur les impacts. Mais en voyant le début, comme je vous l'ai dit, il a très bien géré sa récupération, il a fait appel à l'aide d'un coach qui était expérimenté lui-même, il a bien géré encore une fois tout ce qui était autour de la course, mais quand je vois ça, je me dis pourquoi est-ce que les gens se mettent en difficulté? Quand vous avez une compétition, quand vous avez une épreuve, c'est très bien de préparer spécifiquement, mais si vous ne faites pas attention à ce qu'il y a à côté et ce qui peut vous blesser en dehors de l'entraînement à proprement parler, c'est vraiment dommage parce que ça aurait très bien pu être prévenu. Je pense que de se mettre sur un skateboard, sur une piste d'athlétisme au centre où il y a de la pelouse, comme il le dit, il l'a dit lui-même juste avant, c'était glissant et donc la probabilité qu'il tombe et qu'il se casse la gueule par terre, alors la fracture, bon, c'est pas de chance, mais la probabilité était assez importante. Et c'est toute la question à mon sens et je pense que ça soulève véritablement un vrai problème pour les sportifs ou finalement même au-delà du sport, quand on a un objectif très précis, que ce soit en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur, pour lequel on passe beaucoup de temps et auquel on va essayer de tout optimiser, c'est vraiment dommage parfois sur des décisions qui vont être assez, je vais pas dire bête parce que c'est pas non plus extrêmement bête, il a utilisé un skateboard, c'est n'importe qui aurait pu le faire, mais parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément indispensables et qui doivent vous faire réfléchir, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans le bénéfice-risque? Et là, le risque de se blesser était important. Je vais vous donner d'autres exemples. On voit parfois des bodybuilders sur scène qui sont secs, qui sont musclés, qui ont une grosse masse musculaire et on sait qu'ils sont à risque de se blesser de par leur importante stature et de par leur importante masse musculaire. Et on a déjà vu des ruptures musculaires, des arrachements tendineux sur des efforts de moindre importance ou parfois simplement des petits sauts. Je me rappelle d'un bodybuilder qui avait sauté de la scène, c'était pas très haut, c'était moins d'1 mètre,
mais quand vous êtes écorché le jour de la compétition avec un body fat à 3, 4, 5%, que vous faites 120 kg, un simple petit saut, c'est quelque chose qui risque de vous endommager. L'exemple le plus caricatural de ce type de blessure que je vais appeler stupide, c'est Callum von Moger. Le mec avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir dans la musculation, il était célèbre, il avait de très nombreux abonnés, il avait des sponsors, il vivait de son physique, c'est-à-dire que c'est même plus une passion, c'est vraiment son métier, son outil de travail, c'était son corps, et il s'est dit ok, je vais aller faire le mariole à faire. Alors le mariole, encore une fois, c'est quelque chose de méchant, mais quand il s'est mis à faire du rappel dans les montagnes afin de faire une vidéo YouTube et qu'il s'est arraché le tendon du biceps et les 2 quadriceps, en plus de se faire des lésions au niveau des genoux, qu'il a dû être évacué en civière, etc., et vous vous rendez compte que quelque part, on pouvait se dire, ok, c'était pas 100% sûr qu'il allait se blesser, mais le risque était quand même important. Et surtout, quand tu vides ton corps et quand tu as des sponsors, encore une fois, que c'est ton avenir, ta carrière, il y a des choses, même si ça peut paraître un peu bête, c'est du loisir de se dire ok, mais alors il a plus le droit d'aller faire du loisir, d'aller courir, d'aller s'amuser avec ses amis. Eh ben, je vais vous répondre, à mon sens, pas forcément. Et il doit trouver des choses, des loisirs qui ne mettent pas en jeu son travail quand on vit de ça. Je vais vous citer un exemple personnel. En tant que coronarographiste, c'est-à-dire que je fais des interventions avec mes mains qui nécessitent de la finesse afin de faire des petites réparations au niveau des artères, donc j'ai énormément besoin de mes doigts et de leur finesse. Et je connais des personnes dans mon entourage professionnel qui se sont blessées au niveau des mains, des choses bêtes, mais une fracture du poignet ou autre. Ça veut dire que tant que tu as l'attelle et tant que tu n'as pas récupéré complètement la mobilité de tes mains, tu ne peux plus travailler. Donc il y a de très nombreuses choses. Alors bien sûr que si je me blesse, si je chute par terre, il y a des choses qui ne sont pas prévisibles. Mais je sais que notamment un sport que j'aimerais beaucoup faire, c'est de l'escalade. Mais je me dis attention, si je me blesse au niveau des doigts et des phalanges, surtout au niveau de la main droite qui est ma main motrice, ma main dominante, je risque de ne plus pouvoir travailler et potentiellement de ne plus jamais avoir la même sensibilité ou la même dextérité au niveau des doigts. Donc quelque part, ça ne veut pas dire que je ne dois pas faire d'escalade, mais ça veut dire que dans ma tête, je me dis, est-ce que le risque en vaut véritablement la chandelle, en sachant que mon métier, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sera pas d'aller faire de l'escalade, de l'alpinisme ou autre, mais de travailler avec mes mains. Alors bien sûr, des blessures, malheureusement, elles peuvent arriver, même quand on n'a rien demandé, et je ne dis pas qu'il ne faut plus rien faire, mais c'est vraiment un débat que je voudrais lancer, une réflexion, c'est de faire attention à tout ce que vous faites autour et de penser à ce qui peut vous handicaper dans votre sport, dans vos challenges, parce que c'est bien beau de tout optimiser, d'optimiser de façon millimétrée son entraînement, sa récupération, son sommeil, de traquer toutes les données, et à côté, d'aller faire, je vais dire encore une fois un terme un peu fort, mais d'aller faire le guignol sur un skateboard et de se casser la gueule pour se fracturer le pied et ne même pas pouvoir courir sa course. Donc au total, tous ces efforts ont été réduits à néant. Et le problème des blessures, et je pense que vous le savez autant que moi, c'est qu'on n'est jamais sûr de pouvoir retrouver ni son meilleur niveau, ni parfois de ne plus avoir de douleur, de raideur ou de petites séquelles. Parfois on va garder un petit peu de raideur au niveau d'une cheville, parfois on va avoir de l'algodystrophie, c'est-à-dire des douleurs, des raideurs qui vont persister 1, 2, 3 ans, et puis parfois il va y avoir une espèce de spirale où finalement on ne va plus pouvoir véritablement reprendre le sport comme avant. Alors on peut toujours reprendre le sport, mais je parle du sport spécifique et de la course à pied. Je pense qu'on connaît tous des gens qui ont eu une blessure en course à pied et qui n'ont jamais pu retrouver leur foulée tout simplement parce qu'elle a été modifiée, parce que voilà, raideur au niveau de la cheville, petits soucis tendineux, douleur persistante au niveau des tibias ou autre. Et quelque part c'est dommage, donc c'est pour vous faire un petit peu réfléchir et je trouvais que le message de la vidéo il était ici. Je ne vous dis pas de vivre comme des moines et de vous enfermer pour ne faire que plus que votre travail ou votre passion ou votre objectif, mais simplement d'essayer parfois de peser le bénéfice-risque de toutes les activités externes, surtout quand vous avez des objectifs précis avec une deadline. Donc c'est malheureux pour notre ami Shervin, mais sa vidéo je pense qu'elle est enrichissante et qu'elle apporte un message important vis-à-vis de ça et c'est le message que je voulais vous partager. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas un pouce bleu, un abonnement à la chaîne et n'oubliez pas non plus de me retrouver sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.